أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je suis boxeur depuis 11 ans maintenant. Ça fait 11 ans que je fais de la boxe. J'ai pas mal de titres au niveau de la boxe. Je travaille aussi à côté pour le moment. J'ai 3 grands frères, une petite sœur. T'as toujours tes parents avec toi? Toujours, alhamdoulilah. Là, actuellement, je travaille dans une salle de sport. Je suis agent d'accueil dans une salle de sport. Et à côté, je m'entraîne, je fais de la boxe. J'ai commencé la boxe assez petit. Et ça a été une grande partie de ma vie pendant un long moment. Ça prenait pas mal de place. T'en fais depuis combien de temps? Ça fait 11 ans que je boxe maintenant. D'accord, t'as fait des compétitions? 11 ans, oui. Pas mal de compétitions. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai commencé tout de suite la compétition à ma première année. Du coup, 11 ans de combat, je dois être à 140 combats, quelque chose comme ça. D'accord. Et tu as fait quoi, quel pays, par exemple? J'ai fait la Thaïlande, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. Pas mal bougé en France aussi, un peu partout. D'accord. Et quand tu dis c'est quel sport exactement? C'est de la boxe? De la boxe thaïlandaise, et j'ai aussi combattu en kickboxing. D'accord. Et c'est quoi la différence entre la boxe thaï et la boxe et l'anglaise? C'est quoi la différence? Et l'anglaise, Oui. la boxe anglaise, ça va être juste les mains, juste boxer avec les poings, alors que la boxe thaï, on a le droit aux poings, aux jambes, coup de coude, coup de genou. C'est plus complet. D'accord. Donc toi, t'aimes frapper les gens. Non, du tout. Donc pourquoi t'as fait ce sport? J'ai commencé ce sport dû à un film. J'aimais beaucoup un film quand j'étais petit, Ong Bak. Et dès que le club de boxe thaï l'a ouvert pas loin de chez moi, mes frères ils ont dit à ma mère de m'inscrire et de là c'est parti. C'est pas, J'aime pas frapper les gens, c'est juste ce sport quoi qui me plaît. D'accord. Mais mon bac, il frappe les gens. Ouais, mais c'est différent. C'est pas frapper les gens pour le plaisir. C'est Hmm. pas de la bagarre, c'est juste les sensations procurées sur le ring qui me font plaisir. D'accord. Et t'as commencé à quel âge exactement environ? J'ai commencé à 11-12 ans à peu près. Et t'as directement fait des compétitions? Tout de suite, tout de suite. Mon entraîneur il a appelé chez moi au bout de 4-5 mois. Il a repéré, il a dit qu'il a repéré un bon potentiel et qu'il aimerait tout de suite me mettre à une compétition pour voir ce que ça donne et de là c'est parti. Est-ce que tu te rappelles de ton premier combat? Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer? Euh, Ton premier combat. Ton Ouais. premier combat. Mon tout premier combat, c'était à Épinal et j'affronte de base je combat sauf qu'il n'y a personne de base dans ma catégorie et du coup on me fait affronter un ami à moi pour faire un combat comme ça. C'est celui-là le tout premier, mais le vrai premier combat c'était sur Strasbourg. C'était, il me semble, Coupe de Noël. Et je le fais à Strasbourg. Le tout premier combat où j'affronte un autre adversaire. Un vrai adversaire. Et tu as perdu. Non, j'ai gagné. Tu as gagné comment? Par KO? Non, par décision. Quand on est petit, on n'a pas encore le droit au KO en France. Je l'ai gagné par décision. D'accord. Et après cette première victoire, tu as enchaîné. En fin de compte, quand vous êtes jeune, vous faites au moins combien de combats par an? Par an, une dizaine à peu près. On combat vraiment beaucoup quand on est petit. On peut combattre toutes les semaines. Et en fait, on peut faire plusieurs combats le même jour. Il y a des tournois, du coup, on peut faire 3-4 combats le même jour. Ça D'accord. peut s'enchaîner. D'accord. Et c'était ta tradition à toi. C'était ma tradition à moi. Depuis que je suis petit, c'était comme ça. Les week-ends, c'était à Paris, dans la région, ça dépend, et combat. Quand je commence ma deuxième année de boxe, mon entraîneur, il veut tout de suite m'emmener à un championnat du monde pour les jeunes. Tout de suite. Et il m'inscrit à ce championnat du monde, il me met en kickboxing et en boxe thaï. Et je combats le premier jour en kickboxing.
je gagne. Je fais 2 combats, je gagne les 2 combats. Et le lendemain, je combats en boxe thaï et je gagne le combat par arrêt de l'arbitre en boxe thaï. Au bout d'1 an et demi de boxe. D'accord, d'accord. Et quand tu as eu toutes ces victoires-là, tu avais des objectifs, toi? Ouais, tout de suite. Parce que là, tu me parles de Hong Bak. Hong Bak, c'est un film, donc Ouais. je pense pas que tu voulais jouer Non, dans un film. non, parce que je regardais déjà pas mal la boxe aussi quand j'étais petit. J'ai pas mal regardé de la boxe avec mes frères, avec mon père. J'ai toujours regardé des sports de combat. Et dès que ça a commencé, l'objectif c'était de devenir champion du monde, devenir professionnel, devenir champion du monde, combattre un peu partout dans le monde. C'est de l'UFC ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. C'est Glory, comment ça s'appelle? Il y a le Glory en kickboxing, qui est clairement un de mes objectifs. Le Glory, on a le One Championship aussi, qui sont les 2 plus grosses organisations. Le Glory en kickboxing, le One qui fait aussi du kickboxing, mais beaucoup de Muay Thai aussi. C'est vraiment l'objectif, ces organisations. C'est les plus grosses organisations en pied-point, ouais, c'est l'objectif. D'accord. Et tu es en quelle catégorie? De poids, Oui. moins de 67 kilos. Moi, 67 kilos. Ouais. D'accord. Doumbé, c'était quoi comme catégorie? Moins de 77 kilos, Cédric Doumbé. 77 kilos. Ouais. D'accord, ok. Et là, actuellement, on est d'accord, on commence d'abord par la France. Et après, en France, on fait aussi des combats en Europe. Ouais. Et après, les entraînements pour s'améliorer, tu peux continuer toujours en France ou tu es obligé de partir des fois à des stages comme la Thaïlande ou bien les Pays-Bas. On va parler des Pays-Bas aussi. Ouais. non? Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix de partir en Thaïlande s'entraîner ou aux Pays-Bas, justement, comme tu le disais, parce que les écoles là-bas, c'est différent. Ils ont une autre façon de travailler qui est leur propre manière et obligé de se diversifier au niveau des écoles parce qu'on apprend toujours quelque part à différents endroits, on peut toujours apprendre. Du coup, c'est mieux de bouger un peu partout. D'accord. Et t'as Ouais, déjà fait des stages? Ouais, je suis déjà allé en Thaïlande 2 fois. Ça s'est passé comment? Bien, T'es sûr? très très bien. Les Thaïlandais, ils m'ont tout de suite bien aimé. Tout de suite. D'accord. Et t'as déjà fait des compétitions aussi en Thaïlande ou pas? Ou bien que des stages? Que des stages. D'accord. Et les stages, ça dure combien de temps là-bas? Je partais 1 mois. 1 mois là-bas, entraînement intensif 2 fois par jour. Et du lundi au samedi. 2 entraînements par jour. D'accord, du lundi au samedi. Du lundi au samedi. C'est dimanche, seul jour de repos. Et on fait ça toute la journée en soi. D'accord. On part en Thaïlande, on se lève le matin, 6h30, 7h, premier entraînement. Entraînement de 2 heures à peu près. Après, je rentre, je fais une petite sieste. 16h, je retourne à l'entraînement. Entraînement de 2h30, 3h, ça dépend. Et voilà, fin de la journée. Après, comme on est fatigué, on mange un petit peu au restaurant, quelque chose comme ça. Et on rentre se reposer pour repartir le lendemain pour l'entraînement, hein. D'accord. Et à partir de quel âge tu as commencé à faire, on va dire, un combat? Si j'ai bien compris, c'est un combat par mois ou un combat par semaine? Par semaine quand on est plus En jeune. compétition, hein. En compétition par semaine quand on est plus jeune. Ça peut être par semaine, ça dépend en fait. Par moment, les championnats de France, ils tombent en même temps, parce qu'il y a plusieurs fédérations, il y a 2 fédérations différentes. Du coup, les championnats de France, ils tombent souvent en même temps, à une semaine d'intervalle à peu près. Du coup, on fait les deux, et après, il y a des galas, des choses comme ça. Et tu participais à tout ça. À tout. Tout ce qu'il y avait à prendre, j'allais le prendre. D'accord. Et physiquement, tu pouvais tenir Ouais, physiquement, la cadence, ça allait. Ouais. Par moments, c'était fatigant parce que du coup, il y a l'école à côté, il y a le collège, tout ça. Par moments, c'était fatigant, mais ça va. Ça suivait bien, j'aimais bien. J'avais ma petite routine, je m'étais mis dans une petite routine naturelle et après, ça se suivait tout seul. D'accord. Et à l'école, comment ça se passait à l'école? Ils savaient que tu étais un combattant? Au début, non, parce que je suis quelqu'un de base d'introverti, de très introverti. Ça veut dire que j'aimais pas parler, que je faisais de la boxe. Et par moments, ils remarquaient, les professeurs, ah, par moments, il est absent le lundi. Parce que je montais sur Paris, on rentrait le dimanche soir, le lundi, j'allais pas forcément en classe. Et le professeur, il remarque, et un jour, il convoque mes parents, il a des absences, on comprend pas. Et mes parents, ils leur disent, oui, mais il vous a pas dit. Le professeur, ils comprennent pas, dit quoi? Il est boxeur de haut niveau, il boxe, il fait des championnats de France, il est multiple champion de France.
Et de là, ils comprennent et ils se disent, ah, il nous l'a pas dit. Du coup, ils sont plus laxistes à ce niveau-là après. D'accord. Et avec tes camarades dans le collège. Dans le collège. Ah, ils étaient tous. J'ai toujours été soutenu par ceux de ma classe, même ceux du collège. Ils ont toujours, on va dire, ils ont toujours été cool avec moi. Ils étaient impressionnés, certains. Parce D'accord. que quand j'étais petit, surtout, j'étais vraiment petit en taille, très chétif, très fin. Et quand on voit les coupes, les trophées champion de France, boxeur, on s'attend pas à ça forcément. Et dans tout ça, ta famille, Ah, ma ils famille, c'est. te soutenaient, t'ont soutenu? Ouais, ma famille, c'est ma motivation numéro une. Vraiment. C'est. Ils ont toujours été derrière moi. Toujours. Les déplacements, ils faisaient les déplacements avec moi. Mes frères, ils m'accompagnaient. Mes grands frères, ils m'accompagnaient. Ils m'ont toujours tous soutenu à fond dans mes combats, dans mon sport. D'accord. Et un truc que j'aimerais que tu m'expliques, on est d'accord que quand tu as un combat, on va dire, sur Paris, il n'y a pas un quart donné par la ville qui vient, voilà, qui vous ramène jusqu'à Paris. Non, C'est vraiment vous malheureusement. vous débrouillez tout seul. C'est nous, on se débrouille tout seul, on paye les frais, on se déplace. Et voilà, c'est beaucoup comme j'ai dit, mon grand frère qui m'accompagnait. Il prenait congé, il m'accompagnait pour mes combats, il dépensait de l'argent. Du coup, on aurait obligé de gagner ce combat. On peut pas se déplacer juste pour faire de la figuration, c'est pas possible. D'accord. Et une question là, c'est vraiment, là on rentre dans les combats. T'as déjà mis des KO? Ouais, Ça t'a plu? ouais, ouais, la sensation, elle est bien de mettre un KO, c'est satisfaisant. Mais c'est toujours dans le respect de l'adversaire. On peut pas mettre un KO et narguer un adversaire. Moi, c'est pas mon style. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien ça, ils ont mis KO, ils vont narguer. Non, moi, c'est vraiment. Après, je vais le voir, je parle avec lui, il n'y a aucun problème. C'est dans le sport, au début, on est sur le ring, on se tape un peu dessus. Et après, on parle. Et quand tu rentres, j'ai vu beaucoup de combattants cohérents, ils font un petit show. T'es une personne comme ça? Non, non, non. Moi, c'est vraiment focus, regard droit. Je vois que le ring et j'avance tout droit. J'avance tout droit, focus, et c'est tout. Je suis pas style à monter sur le ring, à danser, à faire le show, à enflammer la foule, non. Je laisse les coups parler, mon style parler, c'est suffisant. D'accord. Et tu as eu beaucoup de blessures pendant cette période, on va dire, entre 15 et 20 ans. Vous vous blessez beaucoup de fois? Non, honnêtement, non. On a toujours des petites douleurs musculaires, des choses comme ça, mais rien de bien méchant. Rien de. La plus grosse blessure que j'ai eue, c'est une fissure à la main cassée. C'est tout, rien de. Pas de grosse blessure. D'accord. Et tu continues à combattre ou pas? Malheureusement, j'ai été arrêté pendant un long moment. J'ai dû mettre ça de côté pendant une longue période de ma vie, malheureusement. Mais l'objectif, ouais, c'est de recombattre. D'accord. Et le dernier combat, il date de quand? 2020. 2020. Tu peux nous expliquer? C'était les championnats de l'Est. Qualification pour les championnats de France. J'ai deux combats. Premier combat, demi-finale du coup. J'affronte un combattant. De base, en plus, je combats pas dans ma catégorie, je combats une catégorie au-dessus. Et j'affronte un combattant petit, trapu, qui frappe vraiment fort. Et moi, c'est aussi mon style, la frappe, la puissance. Du coup, c'est un peu le jeu de celui qui va tomber KO le premier. Et ça tape dur et je commence à durcir de plus en plus le combat. Au fil des rounds, je durcis de plus en plus le combat. Au troisième round, je le touche bien. Il se fait compter une première fois. Se fait recompter après, je le retouche. Il se fait recompter une deuxième fois. Malheureusement, le gong il sonne, on va à la décision. Je gagne mon premier combat, ma demi-finale. La finale, elle arrive, j'affronte quelqu'un que je connais, un ami à moi, avec qui je m'entraînais de temps en temps. Mais du coup, là, c'est qualification championnat de France et il n'y a que le finaliste qui y va, que le vainqueur. Du coup, obligé
de gagner ce combat. Je boxe et le combat pareil va à la décision. Je fais plus du spectacle pendant ce combat. Je tente un peu de coups de pied retournés, des choses comme ça, parce que j'étais à l'aise ce jour-là. Et je gagne encore ce combat à la décision. Et après, malheureusement, il y a eu le Covid et ces enchaînements-là. D'accord. Le Covid. Ouais. Ça a eu un gros impact sur vous, les compétiteurs, pendant le Covid? Énormément. Énormément parce qu'on ne pouvait plus s'entraîner. Il n'y avait plus de club, il n'y avait plus de salle. On devait s'entraîner chez soi, garder la forme le plus possible. Mais c'est différent, on n'a pas de sparring partner forcément. Heureusement que moi, il y avait mon grand frère pour boxer avec moi. Il y a eu le fait aussi attraper le Covid, tout ça. Moi, je l'ai attrapé, c'était compliqué à un moment. Et ouais, plus de compétition. Et à chaque fois que, ah, ça y est, on est déconfiné, vous pouvez reprendre les compétitions, au final, ça s'annulait. Pendant plus d'1 an et demi, il n'y a pas eu de compétition en fait. Et la reprise? La reprise, c'est là que c'était compliqué, que j'ai eu pas mal de soucis, de blessures, de problèmes de santé qui ont fait que depuis ce moment-là, j'ai pas pu recombattre. Et tu peux nous dire de quel souci tu parles? J'ai eu. Ça a commencé où, chaque fois que j'avais un combat, qu'un combat il s'annonçait, j'avais une blessure. Mais pas due à l'entraînement, des choses extérieures. Je pouvais avoir une grosse chute, ou tomber malade, choper des infections à l'estomac, des choses comme ça, des choses où je me coince ma main dans mon portail, je m'arrache en fait complètement la peau de la main, la peau du doigt en fait, des choses comme ça. À chaque fois que j'avais un combat, ces choses-là arrivaient, des choses bêtes en fait, qui sont pas censées arriver. Des infections à l'estomac, on ne sait pas, ça sort d'où. Euh, à mon âge, des infections à la prostate, où les médecins ne comprennent pas la raison. Ils me disent ça arrive pas à ton âge, t'as rien fait, t'as pas voyagé. Une infection à la prostate comme ça, elle n'est pas censée arriver à ton âge en fait. Et cette période-là, elle a duré combien de temps? Est-ce que tu sais exactement quand ça a commencé? Là, ça a commencé à peu près en 2022-2023, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. D'accord. C'est à peu près là que ça a commencé. Et ça veut dire que chaque fois que tu avais un souci de santé, tu ne pouvais pas combattre ou tu combattais quand même? Je pouvais pas combattre. C'était vraiment des choses qui m'empêchaient de boxer. J'ai déjà boxé avec des blessures, des entorses, des choses comme ça, la main cassée. Quand j'avais la main cassée, j'ai quand même boxé avec. Mais là, c'était vraiment des choses qui font que le combat, la préparation ne peut pas se faire en fait. Donc tu avais des combats annulés. Des combats annulés à chaque fois. D'accord. Et quand ça se passait moralement, comment ça se passait? Assez dur, hein. Quand à chaque fois on se prépare, ou on s'entraîne, on est en train de se préparer pour le combat, on commence la préparation et tout est annulé comme ça à cause d'une blessure. C'est très très frustrant, ça met un sacré coup au moral en fait. Un sacré coup au moral. D'accord. Mais je sais que quand les gens ne vont pas bien, il y a des gens, ils sont silencieux. Ils ne parlent pas, ils parlent à personne. Est-ce que tu faisais partie des gens qui Ouais. ne parlaient pas ou bien tu faisais partie des gens frustrés et directement quand on venait te parler, bah, tu étais désagréable avec, Non, moi je avec suis tout le vraiment monde? quelqu'un qui parle pas en fait. Je dis rien. Je peux rester enfermé tout seul. Je dis pas quand je suis pas bien psychologiquement. Je garde tout pour moi en fait. D'accord. Et tes partenaires de combat, ils le voyaient comment, tout ça? J'avais changé de club entre temps parce que pareil, j'avais eu des petits soucis avec mon ancien club. Du coup, j'ai changé de club et je combattais avec des nouvelles personnes. Du coup, elles connaissaient pas ma personnalité, ma mentalité. J'étais nouveau là-bas. Ça veut dire que elles me connaissaient pas forcément et je suis pas quelqu'un qui montre en fait. On peut toujours me voir souriant, même si au fond ça va pas quoi. D'accord. Et que chaque fois, tu me dis, quand chaque fois que tu partais chez le médecin, bah, on te donnait peut-être des antibiotiques, on te guérissait, mais on ne savait pas c'était quoi la vraie cause. La raison, on l'a trouvée jamais. L'infection à l'estomac, on l'a jamais trouvée. Le,
Les infections à la prostate, j'en ai fait 3. On n'a jamais trouvé la raison. Et il y avait, à chaque fois, ils ne trouvaient aucune raison, ils ne comprenaient pas pourquoi ça arrivait. Et surtout à mon âge, une infection de la prostate, c'est quelque chose qui est très 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 rare. Ils ne trouvaient pas. D'accord. Donc, dès que tu avais une maladie, elle était guérie. Puis, on va dire une semaine, 2 semaines, il y en a directement une autre qui est arrivée. C'était ça? C'est pas forcément 1, 2 semaines, mais ça pouvait prendre quelques mois d'intervalle ou des choses comme ça. Après, du coup, il y a des traitements qui font que des antibiotiques qui fatiguent, qui empêchent de s'entraîner. Beaucoup de choses en fait comme ça qui m'empêchaient d'aller m'entraîner, de pouvoir boxer normalement. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, des antibiotiques, ok, d'accord, ok. Qui te fatiguaient Ouais. physiquement. Ouais, Et, certains antibiotiques, je sais que pour l'infection de la prostate, ils fragilisent les tendons. Et du coup, c'est interdiction totale de s'entraîner sous risque de grosses blessures. et t'as quand même essayé? Non, non, honnêtement, non. J'ai pas pris le risque. Parce que je me suis dit, s'il y a ça qui se rajoute, un tendon qui lâche, quelque chose comme ça, ça peut être encore plus grave et plus me ralentir en fait. D'accord. Et vraiment, cette période-là, mentalement, de ne plus combattre et aussi de prendre toutes sortes de médicaments. Hmm. Donc tu restais chez toi. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi tes journées? Rien du tout. Tuer l'ennui, rester chez moi, euh, dans ma chambre, des films, rester enfermé, à scroller toute la journée sur les réseaux. Rien, je restais enfermé dans ma chambre tout le long tout seul. Je pouvais rester dans le noir toute la journée, pas voir de lumière, rien du tout. Et une question, et tu trouvais normal cette attitude-là? Que de rester toute seule, isolée dans À ta ce chambre? moment-là, ouais, je prêtais pas attention à ce moment-là. C'était pour moi normal. Je suis solitaire et voilà, c'est tout. Je prêtais pas du tout attention à ça, à ce moment-là. Et ta famille, ils ont pensé quoi à cette période-là, hein? Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas parce que moi, justement, j'étais quelqu'un, je restais toujours en famille. Je me posais avec mes parents, je me posais avec mes frères, je rigolais. Et petit à petit, j'ai commencé à m'isoler de plus en plus. De plus en plus à rester enfermé tout seul, à être dans mon coin, à être de plus en plus irritable à la moindre remarque. Ça a commencé vraiment petit à petit. D'accord. C'est-à-dire n'importe quoi, même si une personne elle vient, elle te dit. Et quand tu dis irritable, c'est vraiment avec tout le monde ou vraiment avec des personnes spécifiques? On va dire avec maman. Est-ce que tu étais aussi irritable avec maman? Ouais, ouais. Je commençais à répondre alors que je suis pas quelqu'un qui répond normalement. Je suis pas quelqu'un qui s'énerve, qui répond, qui monte au quart de tour, pas du tout, au contraire. De base, je suis quelqu'un vraiment de très calme, qui répond pas, qui est pas du tout dans le conflit. J'étais devenu tout l'opposé en fait. Et quand tout ça c'est arrivé, est-ce que ta famille ont dit, bon, parce qu'il a il a eu une sorte de maladie et c'est à cause de ça, c'est à cause du sport? Est-ce qu'ils se sont dit ça? Ou bien ils ont dit, bon, c'est la jeunesse? Aucune idée honnêtement. Je pourrais pas dire, ils m'en ont pas forcément parlé. Ils voyaient que j'étais plus moi-même, je le ressentais. Mais pareil, pour eux, ça s'est installé petit à petit, donc ils prêtaient pas attention à ce changement comme ça. Vu qu'on vit tous les jours avec la personne, elle change petit à petit, on ne s'en rend pas forcément compte. On voit qu'elle est un peu différente, on ne se rend pas compte que c'est à ce point-là. Et t'es resté comme ça un bon moment? Il n'y a pas un moment que tu as dit, il faut que je vais voir un autre médecin? Toi, tu pensais que c'était normal? Pour moi, je pensais que c'était normal. Que même je me trouvais pas différent moi-même. J'étais comme ça, je me pensais heureux comme ça. Voilà, c'est tout. D'accord. Et Pas, malheureusement, pas de travail, les études. Les problèmes de santé ont fait que j'ai dû arrêter les études parce que j'arrivais plus à suivre du coup. Trop dur, j'étais tout le temps chez le médecin, tout le temps aux urgences. Et suivre des études comme ça à la fac, c'est trop compliqué, j'ai dû arrêter. Et du coup, ben, dans ma chambre à rien faire, pas de travail, musique, les réseaux, c'est tout. à cette époque-là, avec je pense que
Tes potes voulaient te voir, non? Ouais. Comment ça se passait? Je trouvais toujours une excuse pour pas sortir. Ouais, je suis occupé, je dois aider mon frère, je dois aider mon père. Je peux pas ce soir, oh, je suis fatigué ce soir une autre fois. Ouais, cet après-midi, je suis occupé, je suis chez ma famille. Alors que je restais juste chez moi, dans mon lit, à somnoler, à me réveiller, à tout ça, c'est tout. Et je descends à manger dans ma chambre, et voilà. Et encore à manger, c'est quand j'avais de l'appétit qui venait de temps en temps. Parce que pareil, plus d'appétit. Je voulais juste rester tout seul en fait. D'accord. Donc là, tu ne sais pas, tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu n'arrives pas à le décrire. Mais toi, tu ne veux voir personne. Ouais, pour Tu moi veux- c'était normal. J'étais comme ça, j'avais envie d'être dans mon coin. Tout était normal. Et tu m'as dit que tu es resté comme ça 2 à 3 ans? Je suis resté comme ça, ouais, 2 à 3 ans. D'accord, c'est long. C'est long, ouais. Malheureusement, c'est long. Et maman, dans tout ça? Les... Elles voulaient pas me brusquer. Les mamans, elles veulent pas rester avec moi. Du coup, de temps en temps, je restais un peu avec elles, mais je pouvais rester 10-15 minutes maximum. Me poser avec elles, regarder un film comme je faisais avant. Impossible. Je pouvais plus. Allez, vas-y, faut que je descende dans ma chambre. Ah, je suis fatigué, j'ai envie de me reposer un peu. Ouais, je vais dormir. Je restais toute la nuit réveillé, à rien faire. D'accord. Et les frères et sœurs? Frères et sœurs, mes frères, c'est ceux qui me sortaient le plus. Viens, on sort, on va prendre un café. Viens, on va là. J'avais pas envie, mais allez, je me disais, vu que c'est mes frères, on le fait quand même. Un petit café, mais j'avais juste dans ma tête, j'avais juste hâte de retrouver ma chambre en fait. Me retrouver dans mon lit, posé, tranquille. C'est tout ce que je voulais. D'accord, Être dans ma bulle en fait. d'accord, d'accord. Et quand tu dis que tu étais dans ta bulle, t'écoutais de la musique, est-ce qu'il y avait des musiques spécifiques que t'écoutais ou t'écoutais du... J'écoutais. Est-ce que tu t'écoutais du rock? Non, pas de rock, mais je pouvais écouter de tout honnêtement. Je pouvais écouter de tout, du rap, du rail, un peu de tout, vraiment tout, de la variété française. Je pouvais écouter de tout, vraiment de tout. Juste qu'il y ait un son en fait, Quand tu écoutais, ton esprit était où? Est-ce que tu pensais en même temps ou vraiment tu restais dans le vide? dans le vide. Si par moments beaucoup de pensées noires, de pensées sombres, de mauvaises pensées, j'étais pas bien. Par rapport au sport, par rapport à la boxe, aux études. On a une vingtaine d'années, on n'a pas de rentrée d'argent, on ne boxe plus, tout est en stand-by. On se dit, ouais, c'est fini, je vais plus rien faire de ma vie en fait. Et cette question-là, quand tu te l'es posée, Mm. tu, tu disais c'est à cause de quelqu'un ou même tu disais ça, c'est à cause de moi? À cause de moi. C'est à cause de moi, c'est tout. Sans raison, mais je me disais que c'est de ma faute. Et tu te trouvais des justificatifs Non. à tout ça? Du tout. Du tout. Juste c'est comme ça, c'est de ma faute. Donc c'est une question qui se tournait en boucle parce que tu te posais la question, tu n'avais pas de réponse, tu dis c'est à cause de toi, mais tu sais pas pourquoi c'est à cause de toi. Donc c'était un cercle, voilà, question-réponse, mais sans réponse. Exactement, je me brouillais le cerveau avec ça. Tout le temps, constamment. Constamment. Je pouvais être même, pour le peu de fois où je me retrouvais à table avec ma famille, être dans mes pensées, regard vide, où je me dis, ouais, je fais plus rien de ma vie en fait. Je sors plus, je peux pas aller dépenser d'argent, rien. Je peux pas sortir manger comme un jeune normalement. Je peux pas aller acheter des vêtements, aller faire des sorties cinéma, des trucs comme ça. Parce qu'aussi il n'y avait plus d'envie. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'à un moment il y a eu un petit déclencheur? Ouais. Ou bien tu t'es dit, bah, je reste comme ça jusqu'à la fin de ma vie? Ouais. Il y a eu quelque chose qui a déclenché ça, qui m'a montré que ça allait plus. Euh, Pour une fois, je fais une sortie avec mon grand frère, mon cousin et un ami. Ils ont réussi à me faire sortir. Mon cousin il est venu à la maison, du coup pas le choix de sortir.
On va faire un foot. Ok. Et de là, la, la balle, elle passe de l'autre côté d'un grillage. Je vais dans mon coin pour récupérer la balle. Je pars tout seul. Habituellement, la balle, elle passait toujours du côté de ce grillage. On l'escaladait normalement, on s'aidait. Sauf que là, je pars dans mon coin tout seul pour escalader ce grillage. Je vais, et au moment d'escalader ce grillage, je descends pour passer de l'autre côté, et mon short se prend dans ce grillage. Et ça me tire en arrière, et il y a mon bras qui se prend en entier dans le grillage. Et du coup, avec mon poids qui chute, bah, ça me déchire tout le bras en fait. Toute ma peau s'arrache du bras, et je vois mon sang en jet, des jets qui giclent. Et le premier réflexe que j'ai, c'est mettre ma main sur mon bras. Et comme j'étais à une centaine de mètres de mon frère, tout ça, je me dis, faut que je cours. Faut que je cours. Je le sens tout de suite en fait que ma vie est en danger, que c'est pas juste le bras qui s'est ouvert, qu'il y a quelque chose de grave qui a été touché. Et donc je cours, je cours, je cours. Et mon frère, il me voit arriver, il sent tout de suite qu'il y a un problème, parce qu'il me voit arriver, le bras qui pend un peu, il voit pas le sang encore. Donc le premier réflexe qu'il a avant que j'arrive, il sort son téléphone, il appelle les pompiers. Et j'arrive et là, il voit l'ampleur des dégâts. Le bras qui est déchiré, on voit tout le muscle, on voit les veines, on voit les nerfs, on voit tout complet. Mon cousin, en plus j'étais de l'autre côté de ce grillage, mon cousin, le réflexe qu'il a, c'est d'enlever son t-shirt, passer ses mains à travers le grillage, et les barreaux c'est vraiment serré. Il passe ses mains et il me fait un garrot, tout de suite. Il me fait un garrot, mon frère appelle les pompiers de là ils arrivent. Pareil, les pompiers au téléphone ils se rendent pas compte de l'ampleur de la situation en fait. Ils pensent que, parce que mon frère il leur a dit oui, mon frère vient de s'ouvrir le bras, mon petit frère s'est ouvert le bras, il se vide de son sang, il faut vite venir. Le pompier au téléphone il prend pas ça au sérieux, il pense que il abuse parce que c'est son petit frère, il doit avoir une petite coupure et voilà. Et du coup il envoie que les pompiers et pas le SAMU. Quand les pompiers arrivent, quand ils enlèvent le... Parce qu'entre temps mon frère avait forcé le portail qui nous séparait, parce qu'il y avait un portail. Il l'a forcé, il est passé de l'autre côté pour me récupérer. Et quand les pompiers arrivent, du coup, j'étais assis à ce moment-là, ils m'ont tout de suite allongé dès qu'ils ont enlevé le t-shirt. Et ils ont tout de suite appelé l'hôpital, ouais, on vous emmène un petit jeune, il s'est ouvert le bras, urgence. Et je leur dis tout de suite que je suis boxeur. Pareil, ça, c'est arrivé, je le rajoute, ça arrivait à un mois d'un combat. Cette blessure arrivait à un mois d'un combat en Belgique, un bon combat que je devais faire, que je voulais faire. Et on m'emmène d'urgence à l'hôpital. Je me vidais complètement de mon sang en fait. Et malgré ça, j'ai pas perdu connaissance. Je restais conscient avec l'adrénaline, tout ça. Arrivé à l'hôpital, j'attends un petit moment. Je passe sur la table d'opération. Et je me réveille de l'opération 6 heures plus tard. Et on me dit que je me suis déchiré l'artère. Et on a dû m'ouvrir la cuisse pour prendre une veine dans ma jambe et la mettre dans mon bras pour remplacer l'artère. D'accord. Et t'es resté combien de temps? Là, malheureusement, j'ai subi 2 opérations. Parce que la première, pareil, encore une complication. La première, elle ne marche pas. Ils m'opèrent et c'est ma mère qui se rend compte que la première opération n'a pas marché. Les médecins, les infirmières, ils disent si, c'est normal que son bras il soit encore froid parce qu'il a été privé de sang longtemps. C'est le temps que le sang revienne et circule correctement. C'est une nouvelle artère. Il faut que ça s'habitue. Au bout de 5 jours, ils me font rentrer chez moi. Au bout de 5 jours, ils me font rentrer chez moi. Et je rentre chez moi et au bout de 2 jours, j'ai mal au bras et j'ai le bras qui est paralysé, j'arrive plus à le bouger. Et je le dis à ma mère. Ma mère, elle appelle, elle arrive tout de suite à m'avoir un rendez-vous chez un angiologue qui me prend tout de suite. Et j'avais le bras vraiment froid. Et je vais chez cet angiologue, elle regarde mon bras, elle dit non, il faut retourner d'urgence à l'hôpital, le sang il passe pas. Elle me dit c'est très dangereux, en gros vous pouvez perdre votre membre ou vous pouvez faire un arrêt cardiaque dû à cette thrombose.
Ma mère, elle lui explique, écoutez, avec le monde à l'hôpital, si on va nous, ils vont pas nous prendre au sérieux, ils vont pas nous prendre tout de suite. Elle demande qui m'a opéré la première fois, on lui dit, c'est une amie à elle, elle l'appelle. Elle lui dit, le jeune boxeur que tu as vu, s'il y a un problème au niveau de son bras, revois-le en urgence. La chirurgienne, elle dit, ok, tu me les envoies, je les reçois tout de suite. Ils me mettent tout de suite en chambre quand j'arrive à l'hôpital, je vais à l'admission, on monte en chambre tout de suite. Et tout de suite, ils me mettent sous fluidifiant. C'est Le fluidifiant, c'était de l'héparine, tout de suite pour essayer d'enlever ce qu'il y avait qui bloquait l'artère, en fait, qui s'était bouchée. Et je passe 1 heure, 2 heures après au scanner. La chirurgienne, elle revient. On attend les résultats du scanner. Elle revient me voir à peu près 1 heure après. Elle me dit froidement, demain matin, je dois vous opérer. Le sang, il passe pas dans votre bras. Et elle part. De là, pour moi, gros choc. Encore quelque chose qui va pas. Je fonds en larmes tout de suite. Tout de suite, je fonds en larmes. T'as ma mère qui se met à pleurer, ma tante. Et elle revient juste après me voir, la chirurgienne. Elle m'explique. Alors, du coup, elle dit, écoutez, je vais essayer d'ouvrir votre bras, d'enlever le caillot si c'est possible, mais si c'est pas possible, je vais devoir à nouveau réouvrir votre cuisse, reprendre un bout de la veine pour la remettre au niveau du bras. Et on lui demande, est-ce que c'est quoi? C'est juste un caillot ou c'est une erreur médicale? Elle dit, honnêtement, pour le moment, je peux pas vous dire. Je verrai seulement au moment de l'opération. Le lendemain matin, je passe sur la table d'opération à nouveau. Et au moment du réveil, je me rends compte que j'ai super mal à la cuisse, une grosse douleur. En fait, je me dis, ouais, c'est bon, elle m'a réouvert la cuisse à nouveau, tout de suite. Grosse douleur dans la jambe, dans le bras, j'arrive plus à bouger ma jambe. En salle de réveil, j'arrive pas à bouger mon bras. Malgré la morphine, ça, toujours des douleurs. Du coup, ils me mettent une première dose de morphine encore. Ça passe pas. Je leur dis, ils m'en mettent une deuxième. Je vomis tout de suite la deuxième. Je vomis. Ils reviennent me voir 5 minutes plus tard, ils me disent ça va mieux. Je leur dis ça n'a rien changé, j'ai toujours mal. Ils vont voir l'anesthésiste pour lui demander s'ils ont droit encore de me remettre une troisième dose de morphine parce que ça commence à faire beaucoup. L'anesthésiste, il leur dit oui. Ils mettent une dose de morphine encore et là je vomis. Au bout d'un moment, on monte en chambre. Pareil, je vomis encore. Je vomis toute la nuit en fait. Et cette opération, ouais, la deuxième, elle a duré à peu près 6h30, quelque chose comme ça. Et à la fin, ils t'ont dit qu'elle a réussi. Ouais. Surveillance tous les jours, du coup. 3 fois dans la journée pour voir si l'artère elle prend bien, si j'ai mon pouls au niveau du bras, si le sang il circule bien, si je perds pas trop de sang aussi. Parce qu'avec les 2 opérations, j'ai perdu énormément de sang dû à l'accident plus la deuxième opération. Perdu énormément de sang. Du coup, ils surveillaient tous les jours si j'avais pas besoin d'une transfusion sanguine. Tout le temps, tous les jours. Plusieurs prises de sang pour voir si mon taux d'hémoglobine était encore assez élevé. D'accord. Tu es resté combien de temps à l'hôpital? À la deuxième opération, je suis resté à peu près 15 jours, quelque chose comme ça. Parce que j'ai encore eu une complication au niveau de la cuisse, du coup. Ils m'ont mal recousu. Et avec le fluidifiant sanguin, je saignais tout le temps de la cuisse. Tout le temps. J'avais toujours des écoulements à un point au niveau de la cuisse. Ils ont dû me recoudre dans la chambre directement, du coup. Et malgré ça, ça saignait en fait, parce qu'ils mettaient des grosses doses de fluidifiant sanguin. Du coup, mon sang, c'était comme de l'eau, en fait. Et ça coulait. Du coup, on me coud à nouveau, on met des gros pansements, les bandes Biflex pour la compression, en fait, pour arrêter le saignement. Et malgré ça, ça saignait encore. J'ai dû, du coup, rester... Interdiction de me lever pendant 5 jours pour que la jambe, elle reste tendue. De toute façon, j'étais paralysé, j'arrivais plus à la plier, histoire que la cicatrisation se fasse correctement. D'accord. Et après tout ça, ça allait mieux ou pas?
Au niveau. Oui, oui, honnêtement, ça allait mieux. J'essayais de garder le moral, c'était compliqué. En fait, c'était devant ma famille, honnêtement, j'essayais de garder le moral. Parce que je voyais qu'ils étaient très touchés. Mes parents, mes frères, mes oncles, mes tantes, mes amis aussi. J'étais jamais seul en fait à l'hôpital. Le seul moment où j'étais seul, c'était la nuit. Et c'est le seul moment où je me lâchais en fait. Où les premières nuits à l'hôpital, je pleurais toute la nuit. Toute la nuit, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et le matin, quand ils arrivaient, ben, j'avais le sourire pour leur montrer que ça va. Même si dans le fond, le moral, il était pas forcément là. Mais juste pour pas les inquiéter, le sourire était toujours présent, je gardais pour moi comme d'habitude. Et pendant cette période-là, c'était les mêmes questions que tu te posais quand tu étais chez toi. Ouais. Surtout que là, ben, cet accident, le bras qui bouge plus, qui est paralysé, qui est lourd, la jambe qui est paralysée, ben, on se dit, ça y est, la boxe est finie. Euh, je me dis que c'est fini, que faut que j'arrête d'y penser, que c'est dur. Et par moments, j'ai comme des coups de motivation. Beaucoup quand j'écoutais le Coran. Quand j'écoutais le Coran dans la chambre d'hôpital, je me disais non, je vais pas me laisser abattre. Je vais revenir encore plus fort. C'est pas ça qui va m'arrêter. Et par moments, non. Par moments, non, c'est fini. Cette pensée qui revient. Stop. Ça sert à rien d'y penser. Jamais tu vas reboxer. C'est mort. Oublie. Et quand tu es sorti de l'hôpital, comment ça s'est passé? Tu pouvais remarcher, bouger ton bras ou bien? Ouais, parce qu'à l'hôpital, ils m'ont tout de suite mis de la rééducation. Tout de suite. Du coup, j'ai. Et même, j'ai toujours, malgré tout ça, j'ai toujours ce côté où je me dis non, je peux. J'ai. J'ai 20 ans. Je peux pas rester comme ça, à dépendre des gens, le bras, la jambe paralysée. Je peux pas. Euh, du coup, j'essayais de marcher tout seul. Même quand, par moments, ils m'interdisaient, je me levais, j'essayais de marcher, de bouger mon bras, de faire un petit shadow boxing pour voir si le bras il bouge. Il y avait que l'épaule qui bougeait, le bras il restait fixe. Mais c'est pas grave, j'essaie de me remotiver comme ça. Non, je me laisse pas aller. Pareil pour la toilette, qui était limite. C'était un supplice pour moi faire ma toilette. Dans mon lit, dans la toilette à 20 ans. Les infirmières, elles venaient me voir, elles demandaient ouais, t'as besoin d'aide? Pour moi, c'était impossible de dire oui. J'ai 20 ans, j'ai j'ai pas besoin de quelqu'un, ouais, je veux pas être dépendant de quelqu'un. Ouais, viens faire ma toilette, viens m'aider. C'était pas possible pour moi, je pouvais pas le concevoir. Je me débrouille tout seul, je sais, je vais me débrouiller, je vais faire comme je peux, mais je le ferai tout seul quoi qu'il arrive. Et c'était à l'hôpital, c'était quoi les diagnostics des médecins? Même eux, ils savaient pas. Ils pouvaient pas plus m'indiquer sur si j'allais reprendre le sport. En même temps, ils voyaient un bras qui s'était atrophié, que mon corps, en fait, il a eu un réflexe de défense. Du coup, ce qui faisait que j'étais paralysé, c'est que mes muscles s'étaient tous contractés. Il a réagi comme ça, mon corps. Et ils savaient pas, ils voyaient le bras qui bouge pas, mais ils essayent de me rassurer, de me dire qu'avec la rééducation, ça pourrait aller, mais je vois leurs regards ils sont pas sûrs d'eux, en fait. Donc, ils t'ont donné de la rééducation, Oui. mais dans leur regard, tu les voyais, tu voyais qu'il n'était pas trop optimiste. C'est ça, je me disais, je sais qu'il y a quelque chose, mais par moments, comme dit, j'avais eu ces boosts de motivation, je me disais, non, même s'ils me disent c'est mort, je vais pas les écouter. Je vais pas les écouter, je vais y aller. Et je vais me battre, ce que je sais faire en fait. Me battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pas me laisser aller pour revenir en fait du, du mieux possible. Et par moments, justement, je me disais, c'est mort, c'est foutu. Je peux dire adieu, faut que je tire un trait sur la boxe. C'est l'histoire ancienne. Donc là, c'était toujours des hauts et des bas. Toujours. Aujourd'hui, je peux, demain, je ne peux pas. Exactement.
Beaucoup, j'ai remarqué, c'était la journée, je peux. Quand je suis en famille, tout ça. Et le soir, non. Dès que je suis tout seul, dès que j'étais tout seul, isolement dans le noir, non, c'est fini. Et ta rééducation, elle a duré combien de temps? Alors j'ai eu une première rééducation à l'hôpital, du coup, euh, qui a duré 8 jours à peu près, quelque chose comme ça. En sortant de chez moi, j'ai eu du coup un kiné à domicile qui venait pour renforcer la jambe. Parce que ce qui est revenu le plus rapidement, c'est la jambe. À force de marcher, bah, les muscles ils sont obligés de travailler. Du coup, ça se débloque petit à petit. La jambe, elle bouge de mieux en mieux. Du coup, de la marche en fait. Et un peu d'exercice, renforcement musculaire. Mais par contre, le bras, c'était le plus compliqué. Le kiné devait venir. On posait mon bras sur la table. Et il le tirait pour essayer de le détendre. Et il tirait sur le bras. Et la douleur à ce moment-là, c'était horrible. En fait, j'ai l'impression qu'on m'arrachait le bras. D'accord. Et ça a duré combien de temps? Il est venu à peu près pendant 2 mois. 2 mois à peu près. Et à côté, je faisais à tout prix les exercices qu'il me donnait à faire pour essayer de détendre le bras. Des exercices pour essayer de détendre, que je faisais tous les jours à chaque fois. D'accord, d'accord. Et à cette période-là, comment ça se passait? À la maison, avec ta famille? Je voyais que ma famille était très touchée par rapport à ça. Du coup, j'avais toujours mon grand frère qui me sortait avec ma nièce pour changer les idées, faire passer du bon temps, essayer de pas trop calculer cet accident. J'avais pareil mon cousin qui était là au moment de l'accident. Euh, il venait toujours, tout le temps à la maison. Il venait dormir à la maison juste pour rester avec moi. Pour, pareil, pour qu'on sorte, pour qu'on aille manger. Histoire de pas rester à la maison à fixer mon bras bêtement. Avec les visites aussi des infirmières 2 fois par jour. Pour voir la cicatrice, faire les piqûres de fluidifiant, de l'Ovenox. Histoire que pareil, ça, il n'y a pas à nouveau de caillots de sang qui se forment. Donc cette grande rééducation, elle a duré combien de temps? Ça veut dire que avec les médecins qui viennent à la maison, ça a duré combien de temps tout ça? Ben après, j'ai eu une autre encore rééducation à l'hôpital. Une longue de 3 mois. Où j'avais de la natation, de la musculation, du kiné, tout ça. Euh, Psychomotricienne aussi. Pour réadapter mon bras, on va dire, entre guillemets, dans l'espace-temps. Pour savoir utiliser le bras correctement. Tout ça, ça a duré du mois de mi-septembre jusqu'au mois de juillet. D'accord, d'accord. Et après, quand tout ça est terminé, ça va physiquement? Tu avais récupéré ton bras et À ta ce jambe? moment-là, ouais, j'avais bien récupéré mon bras. J'avais bien récupéré mon bras. Alhamdoulilah, tout était mieux. Je pouvais réutiliser mon bras. Comme je disais à ma famille, quand tout allait mieux, ça fait du bien de se réveiller avec un bras à nouveau. Et pas de... En fait, parce qu'en fait, je le ressentais. Et pendant longtemps, je ressentais plus mon bras. J'avais l'impression que c'était juste un bout de bois accroché qui me sert à rien. C'est tout. Un bout de bois qui est accroché, que je peux pas utiliser. Je peux pas porter de charge. Une bouteille d'eau, déjà, c'est lourd. Et après ça, alhamdoulilah, je me disais enfin, je peux réutiliser mon bras. Enfin, il bouge normalement. Je peux le tendre, le détendre. Je peux envoyer mon gauche-droite tranquillement. Alhamdoulilah. Donc à cette période-là, quand ça commence, tu sentais que tu allais mieux, c'était quoi ton objectif là? Parce que là, ça commençait à aller mieux. Ouais, ça commençait à aller mieux. Mais il y a eu un événement qui fait que, avant ça, au mois de janvier qui est arrivé, qui a fait que c'était dur quand même. C'est quoi? En fait, au moment où j'ai cet accident, j'ai beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'il m'arrive beaucoup de problèmes de santé, physique, qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc, tu as plusieurs amis à moi qui me disent faudrait que tu fasses une rokia, faudrait que tu appelles un raki, il y a quelque chose qui va pas. Il y a mon oncle qui appelle mon père qui lui dit il y a quelque chose qui va pas avec Imran. C'est pas normal, tout ce qui lui arrive, faut qu'il fasse une rokia, ça va plus.
Il lui arrive trop de choses, c'est pas normal. C'est pas normal à ce moment-là. Les gens se rendent compte que non, c'est beaucoup de choses qui arrivent. Beaucoup, beaucoup. D'accord. Et c'est quoi une ruqya? Une rokia, comment expliquer? C'est, on va dire grossièrement, c'est comme un exorcisme.